coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous sortir un peu tardivement, mais quand même encore un peu dans les clous, mon avis lecture sur mes lectures du mois d'août. Alors comme j'avais pu vous l'avoir dit précédemment, au mois d'août, j'ai pas lu grand chose. Alors par rapport à la palle que je vous avais présentée, je vous mets le lien juste ici, et ben finalement j'ai pas lu tant que ça, je sais plus combien je vous présentais de livres, je crois que je vous en présentais une dizaine. J'ai lu 6 livres. J'ai lu 6 livres et des petits, beaucoup de petits. Ouais, ça a été compliqué, sachant que il y en a 2 autres que j'ai commencé sur le mois d'août, mais finalement que j'ai à peine commencé sur le mois d'août, donc qui passent surtout sur mes lectures du mois de septembre, donc vous verrez ça le mois prochain. Donc on va y aller, ça devrait être une vidéo qui devrait être relativement courte, du coup, puisque les livres sont moins nombreux, mais on démarre tout de suite avec le premier livre. Et quand je dis premier livre, finalement, c'est pas vraiment premier livre, puisque ce que je prends en premier dans la main, ce sont 2 livres, et c'est surtout 2 mangas, je vous les avais présentés du coup dans la palle. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Horimiya, écrit donc par Hiro et Daisuke Agiwara, et publié chez Nobinobi. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga qui comporte 10 tomes je crois maintenant de paru, quelque chose comme ça, une dizaine de tomes en tout cas. Et donc j'ai lu les 2 premiers, hop. Donc je vous montre que le premier et ça a été une super lecture, ça s'est lu très très vite puisque ce sont des mangas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite romance qui va se former du coup entre donc notre adolescente, nous avons Hori. Donc c'est elle, et Miyamura, je crois que ça s'appelle. Ouais, Miyamura. Hori, elle, au lycée, c'est un petit peu l'adolescente parfaite, elle est très apprêtée, elle est plutôt bonne élève, elle est très impliquée dans la vie de son lycée. Et à contrario, nous avons Morimiya qui paraît être un petit peu l'intello de service, un peu le cliché de l'intello au niveau de son visuel, et finalement qui est pas très très fort à l'école. Vous allez entendre Uta qui se fait les griffes, c'est normal, tout va bien, son arbre à chat est juste à côté. Donc à côté, nous avons Miyamura qui est pas forcément une grosse tête, même s'il paraît un télo. Et du coup, ils se côtoient, ils sont dans la même classe, mais ils se côtoient pas plus que ça, parce qu'ils évoluent pas dans la même sphère d'amis, donc ils se côtoient pas trop. Jusqu'au jour où Miyamura va raccompagner le petit frère de Hori sans savoir que c'est lui jusqu'à chez eux, et va donc découvrir Hori dans son habitat naturel, on va dire, où elle est pas du tout apprêtée, elle est vraiment nature confiture, et elle se charge de toutes les tâches ménagères qu'elle peut avoir à faire chez elle, puisque ses parents sont très souvent absents. Et c'est vrai qu'on les voit très très peu dans le manga, je crois même pas qu'on voit le père, je crois qu'on ne voit que la mère dans les 2 premiers tomes. Donc elle est, c'est un petit peu, du coup, elle devient un petit peu la mère du foyer et donc s'occupe de son petit frère. Et Miyamura qui a ramené le petit frère va aussi avoir une apparence qui va être tout autre, puisque lui il va être plein de piercings, chose qu'il ne laisse pas du tout voir. Donc vous voyez, il laisse pas du tout voir ça, et ils vont du coup comprendre que c'est l'un et l'autre et qu'ils ne se reconnaissent pas du tout finalement. Et ils vont commencer à se voir à l'extérieur du lycée, puisque finalement le petit frère de Hori, dont j'ai complètement mangé le nom, est très très fan de Miyamura, il l'a trouvé très sympathique, il l'a beaucoup aimé. Donc Miyamura va être amené à souvent aller chez Hori et puis passer du temps ensemble, et ils vont développer des petits sentiments. Et c'est vraiment très très choupidou, j'aime beaucoup, c'est très drôle aussi. Pour moi c'est un gros avantage de ce manga, c'est très très drôle. À plusieurs moments j'ai pouffé de rire, je vous avoue, et c'est pas forcément ce que... Enfin, je pouffe rarement finalement en lisant des mangas, je souris souvent, mais j'en viens rarement à rigoler, puisque, bon, l'humour japonais, je le connais pas mal maintenant, et c'est pas forcément mon type d'humour. Et bah là, pour le coup, ah si, j'ai bien aimé, et aussi j'aime beaucoup les dessins, pour vous montrer un petit peu. Je les trouve très très chouettes, j'aime beaucoup les dessins, et quelque chose que je trouve d'important, c'est que finalement il y a beaucoup de mangas, je trouve, où tous les personnages ont la même tête. Finalement c'est juste les cheveux par exemple qui va vous aider à savoir qui est qui, et c'est parfois compliqué de savoir faire la distinction entre plusieurs personnages. Là pour le coup je trouve que les personnages sont tous très distincts au niveau de leur visuel, et ça c'est très très chouette, donc vous n'avez pas de soucis à ce niveau là. Donc ouais, une petite saga de manga que j'ai commencé. Donc j'ai le tome 9 maintenant, le prochain tome que j'ai dans ma page c'est le tome 9, donc il me manque de 3 à 8. Va falloir que j'essaie de me procurer ça, parce que j'ai bien aimé, et j'espère pouvoir continuer rapidement. En tout cas, ouais, une petite saga de manga, un petit shoujo que je vous conseille pour l'instant et que j'ai hâte de continuer. Durant ce mois d'août, j'ai aussi lu un livre qui pour le coup était beaucoup moins léger, mais que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de La Servante écarlate, écrit par Margaret Atwood, et ici dans la collection Pavillon Poche chez Robert Laffont. Donc c'est un petit bébé, je vous en avais parlé depuis un petit bout de temps, je crois que ça faisait plusieurs fois que je le mettais dans ma palle, puisque c'est un livre qu'on m'avait demandé de lire dans les lectures imposées sur Twitch, que j'ai pas lu tout de suite, mais finalement il y est passé au mois d'août, et je suis très contente d'avoir fait cette lecture, puisque ça a été une lecture que j'ai beaucoup aimée, mais qui m'a beaucoup travaillé et que j'ai trouvé extrêmement révoltante. Je vous explique pourquoi. En tout cas ici on va suivre, ça me fait un petit peu mal de vous dire le nom du personnage, mais on va suivre De Fred. Donc c'est elle qui est une servante écarlate, qui est donc elle évolue dans une société qui, on comprend,
est supposée être un petit peu futuriste à la nôtre, mais finalement de très très peu. Et donc dans cette société, les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, sont organisées en castes vraiment très très précises. Et elle appartient donc à la caste des servantes. Et son but dans la vie, c'est de servir un homme pour pouvoir procréer, pouvoir amener un enfant dans le couple de cet homme, puisque les servantes ne servent que des hommes qui sont déjà mariés et dont la femme, en tout cas le couple, n'arrive pas à avoir d'enfants. Et donc ces servantes ont pour but, elles, d'être la mère porteuse un petit peu du couple et de devoir leur apporter un enfant. Donc déjà c'est très perturbant puisque elle est servante, elle est un peu esclave finalement de ce couple-là. Les servantes ont des droits et des devoirs surtout très précis. Par exemple tout ce qui va être les moments pour tenter de faire un enfant sont très précis, très procéduriers, et même au niveau de comment c'est fait physiquement, c'est très particulier, puisque par exemple elle ici de Fred, elle sert un commandant. Donc on va par exemple ici avoir la femme du commandant qui va être une sorte de prolongation de Fred pour que le commandant ait l'impression de faire l'amour à sa femme et non pas à une servante. Donc c'est extrêmement particulier. Va y avoir aussi des bonnes, enfin c'est très 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 casté tout ça. Et c'est vraiment, les femmes sont dans des cases. Les femmes sont dans des cases, n'ont pas le droit d'en sortir. Si elles font quelque chose qui ne sort de leur case, elles sont très mal vues. Par exemple, les servantes aussi sont habillées comme ceci, donc elles ne laissent, et encore elles portent des gants aussi je crois, elles ne laissent rien voir de leur corps. Et par exemple là, elles portent, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce genre de chapeau. Et dans la rue, quand elles se promènent, elles doivent baisser la tête pour pas qu'on ne les voit, comme avec les œillères, comme ça elles ne sont pas vues. Comme ça personne ne connaît leur visage, personne ne connaît leurs yeux. C'est extrêmement perturbant, c'est révoltant. C'est révoltant puisque de Fred, ce qui est la force du roman, c'est qu'on va avoir de Fred qui va nous plonger tout de suite dans cette société pour laquelle on ne comprend rien. Donc l'autrice va nous amener petit à petit des éléments de compréhension, de ceci, cela, mais en même temps, plus elle nous amène des éléments de compréhension, plus nous on va se poser des questions en mode oui mais d'accord, si ça c'est comme ça, est-ce que ça aussi c'est comme ça? Donc au fur et à mesure des choses qui vont nous être apportées et qui vont nous être expliquées, d'autres questions s'amènent. Donc le cerveau est toujours en ébullition pendant cette lecture, et ça j'ai trouvé ça très très intéressant et très stimulant au niveau de la lecture. Ça c'était super chouette. Et une autre force, c'est que l'autrice, au niveau de sa construction du récit, en fait va alterner entre de Fred actuellement, qui est donc servante, et la nuit, les rêves de Fred, qui va se souvenir de sa vie d'avant quand elle avait son nom, parce que là elle ne s'appelle pas de Fred, on comprend bien que de Fred n'est pas son prénom, c'est juste que c'est la servante de Fred, son commandant s'appelle Fred. Donc toutes les servantes n'ont pas de nom, elles ont le nom de la personne à qui elles appartiennent. Donc si elles doivent changer de commandant pour X ou Y raison, elles vont changer de nom. Donc elles n'ont plus d'identité qui leur est propre. Et ça c'est très grave aussi. Et donc on va avoir de Fred qui la nuit va avoir des réminiscences comme ça de son passé, de qui elle était avant. On va apprendre des choses sur elle qui sont très tristes finalement. Et beaucoup d'éléments ne vont pas nous être forcément expliqués et beaucoup de questions ne vont pas forcément être répondues par l'autrice, mais reste pas mal ouverte, et du coup peuvent vous amener vous à vous imaginer X ou Y chose, et c'est très très intéressant. C'est un livre franchement que je vous conseille énormément, qui fait peur puisque il a été écrit je crois dans les années 80, et on se rend compte finalement que en le lisant en 2023 pour ma part, le droit des femmes est peut-être plus proche de ce qu'il est dans ce livre qu'il ne l'était en 82, avec par exemple le droit à l'avortement qui régresse énormément aux États-Unis, dans plusieurs États, et ça fait très très peur, très très peur. En tout cas, que vous soyez une femme ou non, je vous le conseille grandement. C'est un livre que j'ai adoré. Il y a une série qui est adaptée de ce roman qui s'appelle La Servante écarlate ou The Handmaid's Tale, hop, comme ça, je le prononcerai très mal, mais que j'ai hâte de pouvoir regarder, mais en même temps puisque j'ai hâte de savoir, et je serais très curieuse de savoir comment ils l'ont amené à l'écran, tout ça, parce qu'il y a plusieurs moments qui je pense sont très très durs à voir à l'écran, et c'est ce que ceux qui l'ont vu m'ont dit sur les différents live Twitch où j'en parlais. Mais en même temps je vais pas le regarder tout de suite puisque les souvenirs sont encore trop frais dans ma tête, et j'ai envie de finalement, quand je regarderai la série, de redécouvrir l'histoire une nouvelle fois. En tout cas voilà, je vous le recommande grandement, mais soyez prêts à beaucoup réfléchir et à beaucoup vous révolter de ce que vous lisez dans ce roman. Mais pour moi, il fait partie des romans à lire dans une vie. On enchaîne avec un autre roman, cette fois-ci plus petit mais pas moins touchant. Il s'agit des Optimistes meurent en premier, écrit par Cécile Nielsen et publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'ai eu la chance de recevoir ce livre de la part de la maison d'édition et je les en remercie grandement puisque j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a vraiment été une très très chouette lecture. Je vous replante un petit peu le décor. Ici, on va suivre, je crois, Pétula. Oui, c'est ça. Pétula, qui est une adolescente
adolescente qui a énormément de phobies qui lui bouffent la vie au quotidien, c'est-à-dire qu'elle va avoir peur des germes déjà, donc ça peut être très compliqué. Elle va avoir peur, par exemple, elle va pas oser passer à côté d'un chantier, puisqu'on ne sait jamais, un échafaudage tombe, elle meurt. Elle va pas oser, elle ne traversera jamais si le petit bonhomme n'est pas vert, puisque c'est du danger extrême. Bref, elle a beaucoup de phobies comme ça qui lui bouffent la vie. Et on comprend que ces phobies sont dues à un élément traumatisant qu'elle a eu dans son passé, il y a eu peu, puisqu'elle a connu, elle est en deuil en fait, elle a perdu un membre de sa famille, elle a perdu sa petite sœur. Et on comprend que Petula n'arrive pas à aller au-delà de ça et que ça l'a complètement changée et qu'elle s'en veut. En fait, pour elle, c'est de sa faute si sa petite sœur est morte et que depuis, elle n'est plus du tout la même. Elle a vraiment perdu sa joie de vivre. Elle a totalement un rythme de vie qui est différent par rapport à celle qu'elle était avant. Et pour ce faire et pour essayer d'aller contre ça, elle est dans un groupe, dans un atelier, comment ils appellent ça ? Dans un atelier d'art-thérapie auquel elle assiste de façon récurrente, qui est dans son lycée je crois, et dans lequel il y a plusieurs adolescents aussi qui sont dans ce même atelier, dont un qu'elle ne connaît pas, qui est tout nouveau, et qu'elle va surnommer rapidement l'homme bionique, puisqu'il a un avant-bras en prothèse en fait, et finalement à travers cet atelier d'art-thérapie, on va rencontrer plusieurs adolescents qui ont tous vécu un élément traumatisant dans leur passé et sur lequel ils ont du mal à s'en remettre, que ça soit de leur fait, que ça soit des deuils, que ça soit une orientation sexuelle, que ça soit des accidents, que ça soit de la drogue, quoi que ce soit. C'est des adolescents qui ont un passé déjà très très lourd pour leur âge et qui vont essayer de s'entraider et qui vont essayer d'aller de l'avant, même si bon, c'est un petit peu compliqué, ils n'ont pas forcément tous envie d'aller de l'avant. Et avec l'arrivée de cet homme bionique, donc Jacob, qui apporte un vent de fraîcheur et qui va vraiment tous les aider, qui va les aider à former une équipe pour que tous vraiment s'entraident là où avant ils allaient à l'atelier parce qu'ils étaient un peu obligés et finalement ils faisaient l'heure de l'atelier, merci au revoir, une fois que c'était fini on se connaissait plus. Là Jacob va amener une cohésion d'équipe, va les amener à vraiment mettre le point sur ce qu'il ne va pas pour que ça, ils aident à aller mieux. Mais en même temps, Jacob, on comprend que lui aussi, il a un élément traumatique dans son passé et qui est là pour l'aider, qui est là pour le soutenir. Et Petula et Jacob, on comprend qu'ils vont très vite avoir des sentiments l'un pour l'autre. Ils vont s'aider et vraiment, c'est très très beau de voir ces adolescents qui ont un passé déjà très lourd, qui veulent ou non avancer, qui finalement se complaisent un petit peu dans leur présent et ils sont un peu bloqués, et malgré eux finalement, puisque c'est plus facile de rester tel qu'on est plutôt que de se donner un gros coup de pied au cul et d'avancer, ce que je comprends totalement, mais du coup là on va voir ces adolescents qui vont avancer, qui vont faire des bêtises, qui vont parfois reculer en voulant avancer, mais qui vont surtout faire, qui vont passer à l'action pour essayer d'aller mieux. Et c'est vraiment un très très chouette bouquin qui va parler de deuil mais qui en parle très bien, vraiment, c'était un très très chouette bouquin. Franchement, il est tout petit, il fait 250 pages et pourtant, il a tellement de choses à offrir. Franchement, je vous le conseille grandement. Il est pas très cher en plus, je crois. Il est à 5,90 €. Franchement, je vous conseille énormément que vous puissiez l'acheter, tant mieux. Et si vous ne pouvez pas de souci, vous pouvez l'emprunter. En tout cas, je vous conseille grandement de le découvrir. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Une autre lecture que j'ai beaucoup aimée, mais cette fois-ci, on va être un petit peu plus léger au niveau du contenu. Il s'agit de Légende et Latte, écrit par Travis Baldree et publié aux éditions Inis. Alors, je sais, je dis Légende et Latte, on ne dit pas ça, c'est Légende et Latte. Voilà, c'est les private jokes. Écoutez, moi ça me fait plaisir de dire Légende et Latte. En tout cas, dans celui-ci, nous suivons notre petite ogre qui s'appelle Vive et qui, elle, a un objectif, c'est de monter son propre café. Vive jusqu'ici était un petit peu dans le cliché de l'ogre puisque elle était tueuse à gages, c'est-à-dire qu'elle faisait des missions pour souvent tuer des gens et c'était très sanglant et voilà, c'était ça son quotidien. Sauf qu'elle finalement elle se rend compte après plusieurs années à faire ça que c'est pas du tout ça qu'elle veut faire, et après avoir durant l'une de ses missions découvert un café dans une ville, elle a eu une révélation vraiment en se disant oh, mais cette boisson vraiment est fabuleuse, déjà parce qu'on est dans un univers où les tavernes, où il y a des tavernes à foison, mais finalement les cafés, c'est pas trop ça. La boisson, le café en elle-même est pas très connue. Donc elle a eu vraiment cette révélation en disant c'est moi c'est ça que je veux faire. Je veux arrêter de tuer des gens, je veux arrêter comme ça de courir après la mort tout le temps, et je veux juste ouvrir mon petit café, servir des tasses de bonheur comme ça aux gens, comme ça a pu l'être pour elle quand elle s'est fait servir un café. Et donc on va suivre Vive tout le long de ce roman, essayer et arriver même à ouvrir son café, donc avec les différentes démarches qu'elle va faire, les différentes personnes qu'elle va rencontrer et les différents pétrins dans lesquels elle peut se glisser et les différentes péripéties que cela peut être, que ça soit de son fait
ou non, et c'était vraiment très chouette, c'était vraiment très chouette. C'est ce qu'on appelle du cozy fantasy, donc c'est un genre dont on parle un petit peu, dont on parle de plus en plus maintenant, mais qui finalement est encore assez méconnu. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un univers de fantasy avec une orque ici et une succube à côté, donc on comprend qu'on est dans de la fantasy. On va aussi avoir des gobelins, on va aussi avoir des fées, je ne sais plus, enfin bref, vraiment toutes ces créatures qui n'existent pas. Donc on est dans de la fantaisie, mais en même temps, c'est trop mimi. C'est tout mimi, puisque Viv, elle est toute choupette. Oui, certes, elle est grande, verte, et elle peut faire un petit peu peur. Mais elle, qu'est-ce qu'elle veut? Bah elle veut juste ouvrir son café, et puis que ça soit joli, et puis avoir une carte sympa, et puis que les gens soient heureux, quoi. C'est trop mignon. Et elle va, comme je vous disais, elle va au fur et à mesure du bouquin, rencontrer plusieurs personnes qui vont toutes l'aider à un moment ou un autre. Et elle va se former en fait un petit groupe comme ça de relations qu'elle ne connaissait pas il y a encore peu, et qui finalement vont avoir une si belle cohésion, une si belle entente. Ça va être vraiment très chouette. Et elle va aussi rencontrer Tendry, cette petite succube qui va l'aider dans bien des manières à tenir ce café. Et on comprend que petit à petit, elles vont bien s'aimer toutes les deux. Alors certes, va y avoir une romance FF entre les deux, mais elle est très légère vraiment. Donc pour ceux qui s'attendent à de la romance, vraiment, faut pas que ce soit ça votre envie première en lisant ce livre, parce que c'est minime, vraiment c'est minime, mais c'est juste la petite cerise sur le gâteau où vous vous dites oh c'est vraiment trop mignon. Voilà, moi ça a été un petit peu mon ressenti par rapport à cette romance, et vraiment c'est très chouette. Il y a plusieurs péripéties comme ça où Viv va avoir des ennemis qui vont arriver, mais comme on sait qu'on est dans quelque chose de très cosy, ces ennemis finalement vont pas faire long feu, et ça va bien se goupiller toujours pour elle. Mais c'est quand même trop chou, enfin je veux dire, on s'attend pas à se dire oh il va se passer ça, oh il s'est passé ça. Vraiment c'est pas du tout ce qu'on recherche, on recherche pas du retournement de situation, puisque c'est tout chill, juste vous vous posez, vous-même vous buvez un petit latte en lisant le bouquin et vous êtes trop bien. En plus là pour l'automne qui arrive, franchement je pense qu'il sera nickel. Dedans aussi préparez-vous, puisqu'on vous parle de par exemple de roulés à la cannelle, de viennoiseries et de petits gâteaux qui ont l'air tous succulents. D'ailleurs à la fin on a une petite recette, et ça c'est chouette, c'est chouette, on a une petite recette, hop, d'une des pâtisseries qui est faite dans le roman, donc c'est trop cool. Mais préparez-vous la petite tasse de café, le petit gâteau à manger pendant que vous lisez ce roman, parce que vous en aurez bien besoin. Et pour l'automne il sera parfait, franchement je vous le conseille grandement, c'était vraiment très chouette. Et je crois qu'il y a un tome 2 qui va suivre. Alors si j'ai bien compris, et c'est pas fait parce que je suis pas très au fait, mais si j'ai bien compris, c'est un tome 2 sans vraiment en être un, c'est-à-dire que ça va être un livre qui va se passer dans le même univers que celui-ci, mais sans forcément reprendre tous les mêmes personnages, sans forcément être une suite directe en fait. Donc si j'ai bien compris, de toute façon on en reparlera, parce qu'à mon avis il sortira en France, mais au moment de sa sortie en français on en reparlera. Mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu celui-ci pour lire le prochain qui arrive. À vérifier. Et pareil, si vous avez lu celui-ci mais que vous comptez pas forcément lire autre chose dans le même univers, celui-ci en tout cas, au point où j'en suis, se suffit grandement à lui-même, il n'y a pas de souci, il y a une fin qui est apportée. Mais vraiment, si c'était tout doudou, je vous conseille. Et enfin, la dernière lecture que j'ai pu faire au mois d'août, je vous avais dit qu'il y en avait pas beaucoup, donc j'espère que la vidéo est pas trop longue. La dernière lecture que j'ai pu faire au mois d'août, il s'agit de Dans notre univers, nous sommes infinis, écrit par Sarah Sprintz et publié aux éditions Hachette Roman, que je remercie grandement pour l'envoi, puisqu'il s'agit d'un service de presse. C'est un roman pour lequel, je vous avoue, je l'avais demandé puisque j'étais curieuse. Je n'avais encore jamais lu de livre de ce type-là, puisqu'ici on est sur une romance, en l'occurrence MM, donc entre deux garçons, mais surtout qui est rythmée par la maladie et surtout un cancer du cerveau d'un des deux. Donc on sait que les jours de leur romance sont comptés. Donc c'est un petit peu dans une vibe de romance comme ça, autour d'une maladie incurable et très forte d'un des deux protagonistes, qu'on a pu voir il y a plusieurs années. Alors je vous avoue, moi j'avais jamais lu de roman encore dans cet univers, dans ce genre-là, du style Nos étoiles contraires ou que sais-je. Bref, j'en avais encore jamais lu de roman dans ce type-là. Donc quand j'ai vu que Hachette Roman proposait celui-ci pour le mois, je me suis dit allez Marie, tu te le tentes. Tu as la chance d'être partenaire avec la maison d'édition. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion pour essayer de lire des choses que tu aurais peut-être pas achetées de toi-même? Et je suis très contente de l'avoir demandé à la maison d'édition et de l'avoir lu, puisque ça a été vraiment une très chouette lecture. Je m'attendais pas à autant aimé, c'est-à-dire que je vais vous dire de quoi ça parle déjà, ce serait pas mal. On va suivre ici Ansel, qui est un jeune garçon qui vient d'avoir son bac mais qui malheureusement a raté son entrée pour pouvoir aller en fac de médecine et qui aimerait devenir infirmier. Donc il a un petit peu raté ça, donc il a un petit peu un moment de stand-by en mode bon bah qu'est-ce que je fais de ma vie en attendant de pouvoir retenter l'année prochaine. Et il est finalement stagiaire infirmier en soins intensifs de l'hôpital de sa ville, et durant justement son stage il va donc faire la rencontre de Émile, un jeune homme de son âge qui est atteint d'une tumeur au cerveau et que l'on sait déjà
bien avancé. Ils vont donc se rencontrer tous les deux aux soins intensifs où Émile, lui, est hospitalisé et où donc Hansel travaille. Sauf qu'Émile va rapidement sortir de l'hôpital parce que de toute façon on se dit que ça sert plus à rien de le garder et que vaut mieux qu'il vive sa vie et qu'il essaye d'avoir des moments de joie chez ses parents où il vit encore. Et Hansel finalement va beaucoup penser à Émile, va avoir du mal à se le sortir de la tête et va aller lui rendre visite. Et les deux au fur et à mesure vont commencer à avoir de l'affection l'un pour l'autre, ils vont de plus en plus se voir et vont commencer à se mettre en couple. Cependant le problème étant c'est que effectivement Émile est bien avancé dans la maladie et lui il a encore tellement de choses qu'il aimerait faire parce que Émile il est tellement pétillant, il est tellement... Enfin il croque la vie à pleines dents comme il le peut et il a envie de faire plein de choses. Lui il était dans une école de théâtre, il voulait être comédien, il avait de grandes ambitions, tandis que Hansel, lui, certes, il voulait être infirmier, mais c'est quelqu'un d'assez renfermé, qui a un tout petit groupe d'amis, qui est pas très extraverti, qui a du mal à sociabiliser, c'est pas son gros point fort. Donc finalement, les deux sont très opposés et vont matcher très très bien, vont évoluer l'un comme l'autre justement pour s'apprivoiser et ça va être tellement chouette. Et du coup, Émile va émettre le souhait auprès de Hansel de vouloir faire un road trip en Écosse. Il a toujours voulu faire ça, il veut faire un road trip en Écosse, sachant que l'intrigue se passe en Allemagne, c'est un livre allemand d'origine. Donc ils vont partir d'Allemagne pour se rendre en Écosse en van et ils vont vivre des expériences vraiment très très chouettes. Ils vont aussi malheureusement devoir faire avec la maladie de Émile. Donc Hansel va être le seul à pouvoir aider Émile pendant tout ce road trip et ça va être dur pour l'un comme pour l'autre qui vont commencer à se cacher des choses mais parce qu'ils s'aiment en fait et ils n'arrivent plus à se dire des choses, il va y avoir la communication. Ils vont vivre des grands moments mais en même temps ils vont moins se parler qu'avant. Et c'est vraiment très très chouette, c'était vraiment très beau, la fin elle est si belle, j'ai adoré. Pour moi, il y a eu un ventre mou quand même, finalement le road trip, c'était le moment que j'attendais le plus puisque on m'avait dit road trip en Écosse et je me suis dit oh trop bien, je suis trop tentée. Et finalement pour moi c'était presque le ventre mou du roman, il se passait pas grand chose, enfin comme je vous le dis c'était surtout le manque de communication que notait ce road trip et pendant ce passage à lire je trouvais que c'était un petit peu mou et c'est plus par la suite voir ce que ça a impliqué par la suite que c'était intéressant que ce passage existe même si pendant que vous le lisiez c'était un peu mou quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais en tout cas c'est pour moi c'est la fin vraiment qui a tout relevé, qui a vraiment qui met en lumière tellement de choses qui vous touchera vraiment. Moi c'est ça qui m'a touchée. Je me souviens c'était en live sur Twitch, il me restait une 50aine de pages, quelque chose comme ça, il devait me rester une 50aine de pages et j'étais là oui j'aime bien, c'est une bonne lecture mais je pense pas que je pleurerai à la fin quoi. On se doute de comment ça va se terminer mais j'étais là je pense pas que je pleurerai à la fin. Bon devinez qui a pleuré en plein live Twitch évidemment. C'est Bibi. C'est Bibi parce que oui finalement cette fin elle était si bien, même si tu te doutes de factuellement ce qui va se passer, la façon dont l'autrice le décrit, la façon dont les personnages vont le vivre. C'était vraiment chouette, cette fin était vraiment très très belle. Vous fermez votre livre et vous vous dites, vous savez le moment où vous faites cette tête quand vous fermez un livre, vous laissez un petit bout de votre âme dans ce livre. Et c'était vraiment très bien, si... Par contre, vous avez déjà peut-être beaucoup lu de livres sur cette thématique-là, de romances avec fond de maladie. Je ne sais pas si c'est forcément celui que je vous conseillerais le plus, puisque comme je vous dis, j'ai pas de matière à comparaison. En tout cas, moi, il a fait le taf pour moi, il m'a touchée, j'ai bien pleuré. Et ouais, je le conseille. Franchement, je vous le conseille. Perso, j'ai passé un très très chouette moment de lecture dessus. Peut-être un petit bilan lecture pour vous. Mais je suis pas plus fière de moi puisque le mois d'août était quand même assez en dents de scie au niveau de la disponibilité. Donc je suis contente d'avoir lu tout ça. Et surtout, vous l'aurez peut-être compris avec les différents avis que j'ai pu vous faire, j'ai été contente de toutes mes lectures. Vraiment, j'ai pas eu de déception. J'ai pas eu de lecture où je me suis dit, ouais, c'était pas ouf, quoi, où je me suis sentie forcée. Au contraire, j'ai fait vraiment des très belles lectures, que ça, en plus dans des styles très différents. Donc je suis vraiment très 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 contente. Ça a été un très bon mois d'août pour moi niveau lecture. Donc ça, c'est chouette. Je préfère vraiment favoriser la qualité à la quantité. Donc pour le mois d'août, c'est réussi. Et puis écoutez, pour l'instant, de ce que j'ai lu au mois de septembre, on est aussi sur du très très bon. Ça c'est chouette, ça c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez lu peut-être un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés. Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou au contraire s'il y en a qui vous intriguent ou peut-être que vous les avez pas aimés. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse de découvrir tout ça. Et pour ceux qui voudraient commenter mais qui ne savent pas quoi mettre, je vous invite à mettre comme emoji un emoji malade peut-être, puisque je vous ai présenté 2 livres qui traitaient de maladie et de deuil, avec les optimismes en premier et dans notre univers nous sommes infinis. Donc mettez des emojis un petit peu malades ou alors des emojis rouges pour la Servante écarlate. Voilà, vous choisissez, vous pouvez mettre les deux. Un malade tout rouge.
Vous pouvez mettre aussi celui qui transpire si vous voulez, parce qu'actuellement il fait encore quand même chaud. Et avec ça là, ça tient chaud. Donc j'ai chaud aussi. Donc c'est pas malade, mais c'est un peu rouge, donc ça marche quand même. Je verrai en commentaire ce que vous avez décidé de faire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous, comme à chaque fois. Vraiment, vous êtes au top du top, les copains. Ça fait vraiment très plaisir. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta ou sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas. Les liens sont dans la barre d'infos, comme toujours. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Et à une toute prochaine. Bye bye!